Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Les planètes glaciaires continueront de se multiplier. 60 000 morts supplémentaires à cause du gravité. Quel degré de souffrance nous allons infliger aux générations de devenir végétariens? La neutralité carbone s'impose partout comme notre raison. Détruisons renoncé à conduire une voiture essence. Les militants écologistes ont imposé leur armement. Il faut lancer une action d'État sur le fonds d'urgence climatique. Mais il y a plus efficace. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver le climat? Nous allons tous mourir. La planète est finito. Il faut vite donner tout notre argent, nos droits et nos libertés fondamentales pour que le gouvernement empêche la Terre de littéralement bouillir. Greta Thunberg est surdouée et pas du tout une marionnette cruelle du World Economic Forum et des compagnons du climat inutiles qui saturent les tarmacs de jet privé full CO2, mais eux ils ont le droit, t'inquiète, parce qu'ils font partie de la solution. Les influenceurs besoesques qui commentent quotidiennement la météo jusqu'à expliquer que le réchauffement climatique impacte plus les communautés LGBTQ+, ou qu'un avion a une turbulence à cause du réchauffement climatique. Aux raisons, ils sont très intelligents. Faire des enfants est un acte immoral qui détruit le monde, sauf si c'est par GPA après avoir changé 494 fois de genre et subi une opération remboursée par la sécu de changement de sexe qui n'avait aucun intérêt, puisque le sexe n'a rien à voir de toute façon avec le genre. Vous avez un problème avec une seule de ces phrases, que dis-je? Mais c'est vérité absolue. Vous êtes un sale climato-sceptique de merde, probablement anti-vax, anti-science, pro-Poutine, misogyne et transphobe, qui refuse de manger des insectes et du soja enrichi en microplastiques hydrogénés, parce que en fait vous êtes sûrement un gros raciste de merde en gros. Le tribunal moral absolu de la secte climatiste a décidé, la sanction est irrévocable et vous devez vous repentir vers la décroissance. 4 vols par vie et un crédit carbone mensuel à renouveler en suppliant vos nouveaux seigneurs. C'est la même qui imprime de l'argent qui n'existe pas pour vous inflationner la gueule comme des porcs, diviser par deux votre niveau de vie et ruiner votre santé. Mais t'inquiète, ce coup-ci, je te le jure, ils font ça pour votre. Le climat, c'est devenu, comme bon nombre de sujets avant lui, un thème inattaquable et sacralisé. Par la terreur, vous n'avez aujourd'hui d'autre choix que de souscrire à cette nouvelle religion qui vous a désigné vous comme coupable, mais qui dans sa bonne grâce vous propose une voie vers la rédemption. Déviez d'un millimètre de la doctrine et vous subirez insultes, censure et destruction personnelle comme économique. Le résultat, des esclaves éco-anxieux réclamant eux-mêmes leur chaîne, des zombies lobotomisés rendus hystériques qui défendront avec armes leur propre source de malheur qui a pris la place spirituelle à laquelle l'être humain aspirait finalement naturellement. Mais les lois de Newton sont absolues. À toute force exercée s'opposera une force réciproque de même intensité. Ainsi, après quelques 2 années d'ellipse, le guerrier de la libération, nous, la puissance des armes, la vérité et le retour pour vous délivrer de l'emprise du tsunami infini climatique. Dans cette vidéo, nous allons ensemble aborder objectivement, et avec toutes les données disponibles et fournies par le GIEC lui-même, le sujet du réchauffement climatique. Vous retrouverez bien sûr les sources et les timecodes en description. D'abord, en revenant durant 2 chapitres sur l'état des choses et le fonctionnement des gaz à effet de serre pour mieux analyser l'impact humain et les modèles de prédiction utilisés, comparer les annonces apocalyptiques et la réalité mesurée, pour finir par voir ce que représente réellement le GIEC et quelles seraient les conséquences du fameux objectif neutralité carbone. Cette vidéo va être longue, mais magistrale. Accrochez-vous et faites comme si vous n'aviez pas un temps de concentration limité à 9 secondes et faites vos travaux de sans programme volontaire. Je suis Arthur et je suis de retour pour anéantir l'escroquerie climatique. Chapitre 1, état des choses. De quoi démarre-t-on? Le GIEC, son organisation et ses rapports. Avant d'aller plus loin, il paraît nécessaire de poser ensemble les bases du sujet. La question climatique actuelle peut se résumer à ces 3 questions. 1. Les humains peuvent-ils influencer le climat? Et si oui, comment ces influences évolueront-elles à l'avenir? 2. Comment réagit le climat à cette influence par rapport aux influences naturelles? Et 3. Quelle sera l'ampleur de cette réaction à l'avenir et quelle sera son influence sur l'écosystème et la société en général? Plus on répond précisément à une question, et plus la suivante sera précise. Et à l'inverse, les incertitudes iront en s'amplifiant. Pour répondre à ces questions à l'enjeu crucial dans la gestion de la société, les gouvernements convoquent régulièrement des chercheurs pour apporter les réponses les plus satisfaisantes aux non-initiés. Le plus connu est le rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, qui paraît tous les 6 ans. Le dernier AR6 datant de 2021. Chaque publication de son célèbre résumé aux décideurs est accompagnée d'une couverture médiatique intense, presque nauséeuse, tant il est important pour l'avenir de la planète. Ce rapport est littéralement la parole scientifique divine apportée sur tablette de marbre aux profanes que nous sommes. Ils sont le nec plus ultra de ce que la science du climat peut apporter à l'humanité. Et dans l'ensemble, je vais vous surprendre, c'est le cas. À la base de ce rapport, c'est le Working Group 1. Il traite des aspects physiques du climat, de son évolution récente et de la façon dont il réagit aux influences humaines et naturelles. À partir de ces évaluations, d'autres working groups prennent la relève pour essayer de prédire et de décrire l'impact à venir des changements climatiques et la réaction de la société. Vient enfin le fameux résumé à l'intention des décideurs, qui se veut être une synthèse du tout. Comme le climat est une science à la fois très vivante et très vaste, dont nous ignorons beaucoup de phénomènes, les rapports utiliseront un vocabulaire basé sur le niveau de confiance, de très faible à très grand. Partie 2, les anomalies de température depuis 1850. Pour définir ce qu'est le climat, il faut dézoomer progressivement. On a d'abord la météo, la variation quotidienne du temps qu'il fait. On peut rien conclure de la météo car elle présente d'énormes variations en très peu de temps. Ensuite, on a la météo moyenne d'année en année. Mais là encore, le recul n'est pas suffisant pour tirer une quelconque conclusion. Non, pour observer une véritable tendance, on doit reculer à une décennie au minimum, 3 décennies dans l'idéal. C'est le climat, la moyenne de plusieurs décennies de météo. Donc rien qu'à partir de ça, tous les bozos qui commentent en permanence la météo d'une année sur l'autre pour nous rabâcher les oreilles sur le changement climatique sont des forceurs pour ne pas dire des escrocs. Le climat est bien sûr régional, c'est-à-dire qu'il va dépendre d'un endroit à l'autre en fonction de la latitude, de l'altitude, de la proximité avec la mer, etc. Mais on peut malgré tout déceler des tendances globales, notamment par la mesure de l'élément clé, la température moyenne de la surface de la planète. En français, le terme anomalie est péjoratif, il symbolise une chose qui s'écarte de la norme, quelque chose d'anormal. Mais en physique, le terme anomalie symbolise simplement l'écart entre une valeur mesurée et une valeur de référence. Pour constater les variations de température, il faut d'abord les mesurer. Aujourd'hui, cela se fait par satellite. Puis on utilise donc un graphique des anomalies moyennes des températures pour observer les tendances globales. Ici, on observe par exemple une hausse d'environ 1,1 degré depuis 1900. Mais si on veut être plus précis, on peut également distinguer plusieurs périodes d'évolution distinctes. Plus 0,2 degrés par décennie entre 1980 et 2020, moins 0,05 degrés par décennie entre 1940 et 1980, et plus 0,17 degrés par décennie entre 1910 et 1940. On considère que les influences humaines étaient très réduites, voire négligeables, jusqu'en 1950. Les variations avant 1950 montrent que d'autres phénomènes ont dû intervenir, et même de façon dominante. Ces tendances sont bien sûr moyennes, elles ne sont pas uniformes sur tout le globe, ni sur toutes les saisons. Les terres se réchauffent plus vite que la surface de l'océan, les latitudes élevées proches des pôles plus vite que les zones équatoriales, et de façon générale, les températures plus froides la nuit et l'hiver s'élèvent plus vite que les températures plus chaudes. En quelque sorte, le climat s'adoucit. Mais remontons un peu plus loin grâce à la paléoclimatologie qui reconstruit indirectement l'anomalie planétaire de température des 1500 dernières années. On observe que des siècles de températures plus élevées ont précédé un petit âge de glace entre 1450 et 1850, avant de repartir sur un réchauffement plus rapide jusqu'à aujourd'hui. En remontant encore plus loin par l'étude des calottes glaciaires, on peut déceler dans les grandes lignes des changements climatiques sur des centaines de millions d'années. On observait déjà des variations brutales de température durant les 200 000 dernières années. Bien sûr, les données antécédentes à l'apparition de l'homme n'ont pas grand intérêt puisqu'il s'agissait d'une autre faune et d'une autre végétation. Mais elles montrent bel et bien que de très puissantes forces naturelles impactent également le climat. Et ça devrait rassurer tous les captifs qui pensent que la planète va mourir dans quelques années à cause de la température. Mais une chose est certaine, il y a nécessité scientifique de comprendre avec précision ces influences naturelles si on veut identifier de manière fiable dans quelle mesure le climat réagit à l'influence humaine. Chapitre 2, gaz à effet de serre. Importance et fonctionnement. De 1, l'état des flux. L'influence humaine sur la température est essentiellement liée à ce que l'on appelle l'effet de serre. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la température terrestre est le résultat du rayonnement solaire absorbé qui va être source de chaleur par rapport au rayonnement infrarouge émis en réponse, source de refroidissement. Et en tenant compte de ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire la capacité à réfléchir naturellement la lumière grâce par exemple aux nuages ou aux glaciers qui agissent comme si en gros on portait un t-shirt blanc pour ne pas avoir trop chaud en été. On peut alors, à partir de loi physique fondamentale, calculer la température moyenne terrestre qui en résulte. Moins 18 degrés Celsius. Heureusement, il existe un isolant puissant dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre. Grâce à lui, la Terre congelée remonte de moins 18 degrés à environ plus 15 degrés Celsius de moyenne. Merci l'effet de serre. 2, l'effet de serre. L'effet de serre fonctionne donc en interceptant la chaleur envoyée par infrarouge pour la redistribuer en partie sur la surface de la Terre. L'air est composé d'un mélange très disproportionné de plusieurs gaz, 78% d'azote, 21% d'oxygène et dans les 1% qui restent, la plus grande partie constituée d'argon.
charbon. Mais en fouillant dans ce 1%, on trouve les gaz à effet de serre. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone aka CO2 et le méthane sont les plus connus. Mais là aussi, ces gaz ont un rôle disproportionné et différent. La vapeur d'eau est le plus important des gaz à effet de serre. Sa quantité varie énormément selon là où on se trouve sur le globe et quand. La vapeur d'eau représente 0,4% des molécules de l'atmosphère mais est responsable de 90% de l'effet de serre. Le CO2 arrive en deuxième position en étant responsable de 7% de l'effet de serre. Sa particularité est que sa concentration est quasiment homogène sur l'ensemble du globe. Et surtout, qu'elle peut être affectée par l'activité humaine et ça, croyez-moi, on va vous le faire payer. Sa concentration était en 2019 de 410 ppm, une sorte de pourcentage mais pour millionnaire, partie par million, et augmente d'environ 2,3 ppm par an. Ces chiffres paraissent minuscules et il est légitime de se demander comment l'évolution du système pourrait jouer un rôle dans la capacité de l'atmosphère à intercepter la chaleur. 2, 3. Influence humaine et naturelle. Pour mesurer facilement l'effet direct de l'ajout CO2 sur l'effet de serre, il existe heureusement un outil, la spectrométrie. En gros, on va observer les longueurs d'onde interceptées par le CO2 et à quel point cette interception va augmenter si on augmente le CO2. Donc pour la faire courte, en gros, si la quantité de CO2 était doublée par rapport à aujourd'hui, ce qui prendrait 2 siècles au rythme actuel, l'interception de chaleur n'augmenterait pas du double, mais de 0,8%. Autrement dit, l'évolution est ce qu'on appelle logarithmique et nous sommes déjà à quasi-saturation. Cependant, même une hausse de 1% de l'interception de chaleur peut avoir pour conséquence directe une hausse de 1% de la température, c'est-à-dire en fait de 3 Kelvin, qui est l'unité de mesure cohérente, donc de 3 degrés Celsius. Mais là, nous parlons d'effets directs. En réalité, l'augmentation du CO2 peut aussi entraîner certains phénomènes indirects, un peu comme une réaction en chaîne. Certains de ces effets vont renforcer le réchauffement climatique, tandis que d'autres au contraire vont le réduire. On appelle ça des rétroactions. Par exemple, les centrales à charbon de mauvaise qualité sont sources de CO2, mais elles émettent aussi des aérosols, aussi appelés particules fines. Ces dernières sont très nocives pour la santé, mais ont pour effet d'augmenter la réflectance terrestre et de provoquer la formation de nuages, et donc contribuer en fait au refroidissement. Autre exemple contre-intuitif, la déforestation, remplacée par des pâturages, augmente aussi l'aldédo, donc finalement le refroidissement. Et pour donner un exemple contraire, la hausse de la température va par exemple contribuer à la fonte des glaces arctiques et donc à la réduction de l'aldédo, ce qui va amplifier le phénomène de réchauffement. Ce graphique montre la résultante du CO2 et de ses rétroactions en termes de flux énergétique. On observe donc, en tenant compte à la fois des effets directs et indirects de l'émission de CO2, un bilan total positif en faveur d'un réchauffement. Mais ce qui ressort également de ce graphique, c'est que l'incertitude totale de ces estimations est de 50%. Avec une telle marge d'erreur, et alors qu'on cherche à quantifier une activité humaine qui représente 1% de l'énergie qui circule dans le système climatique, il nous faut absolument comprendre et observer les 99% liés aux variations naturelles avec une précision extrême. C'est-à-dire, non seulement être capable de connaître précisément l'impact de même la plus petite influence naturelle, mais d'être capable de les prendre absolument toutes en compte. Ce qui s'avère, vous allez le voir, un défi colossal. Chapitre 3, impact anthropique du CO2, calcul historique et anticipation. 3.1, rapport entre émissions et concentration. Après ces rappels, concentrons-nous maintenant sur le carbone, désigné comme le grand méchant diabolique qui va tous nous tuer, sur ses émissions et sa concentration dans l'atmosphère. Pour comprendre d'où on démarre, il faut comprendre une chose simple. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, avec un capital fixe de carbone réparti dans plusieurs réservoirs. D'abord, on a la croûte terrestre qui contient la quasi-totalité du carbone, environ 1,9 milliard de gigatonnes. Ensuite, ce sont les océans, avec 40 000 gigatonnes. Puis, les combustibles fossiles, enfouis dans le sous-sol, entre 5 000 et 10 000 gigatonnes. Enfin, le sol et les êtres vivants, avec 2100 gigatonnes, et l'atmosphère qui regroupe 850 gigatonnes sous forme de CO2. Voilà pour les chiffres, c'est chiant, mais bon, vous avez. Il existe ensuite le transfert naturel de carbone entre ces réservoirs, le plus connu étant par exemple la photosynthèse. Ces processus naturels sont puissants et différents selon les époques. Cette figure montre la concentration atmosphérique en CO2 en dézoomant sur plusieurs centaines de millions d'années, en comparaison de la valeur actuelle. On observe que les périodes de plusieurs millions d'années à plus de 20 fois la concentration en CO2 actuelle ont existé, avec des variations naturelles positives ou négatives brutales. Cependant, ici aussi, il ne faut pas oublier que la faune et la flore ont aussi changé, et que la vie s'est adaptée aujourd'hui à des concentrations faibles en CO2 avec l'apparition de l'homme moderne il y a seulement 200 000 ans. Autrement dit, encore une fois pour les éco-anxieux pathologiques, la planète survivra très bien à une hausse du CO2 puisque c'est la routine pour elle. En fait, lorsqu'on brûle des combustibles fossiles, on rompt le cycle naturel du carbone en ajoutant d'une manière qui n'était pas prévue entre guillemets dans l'équation. Un peu plus de la moitié de cet ajout est absorbé principalement par la végétation et l'autre moitié vient s'ajouter dans l'atmosphère. Cette figure montre l'augmentation rapide des gaz à effet de serre émis ces dernières décennies. S'agissant du méthane, on estime à 25% la part émanant de combustibles fossiles. Les 3 quarts restants étant liés à la vie bovine ou bactérienne, même si les fouilles du climat vont nous dire que la vie bactérienne et les vaches sont probablement contre nature contrairement aux pingouins bisexuels. Plusieurs éléments prouvent cependant que l'augmentation récente du CO2 est due quasi intégralement à l'activité humaine. D'abord parce qu'elle correspond à ce qu'on pouvait attendre des quantités de CO2 émises en brûlant des combustibles fossiles. Ensuite, parce que son timing au cours des 10 000 dernières années correspond au développement de l'activité humaine au milieu du 19e siècle et encore beaucoup plus à partir de 1950. Et enfin, de manière encore plus scientifique, parce qu'on observe un allègement du carbone de l'atmosphère qui pourrait bien correspondre à l'ajout de l'isotope C12 un peu plus léger contenu dans les combustibles fossiles. C'est compliqué, mais en gros, c'est que ça concerne la règle. Dernière information très importante, le CO2 émis est persistant. 60% des émissions d'aujourd'hui sera encore présent dans 20 ans et entre 15 et 30% dans 1000 ans. C'est à partir de toutes ces informations de base que les scientifiques vont essayer de combiner diverses hypothèses pour prédire chaque facteur lié à l'émission de gaz à effet de serre, à l'émission d'aérosols et au changement affectant l'utilisation des sols. Et c'est déjà un pari sur l'avenir risqué, au même titre qu'en 1900, personne n'aurait pu pronostiquer l'état de la technologie actuelle, la multiplication par 4 de la population mondiale et par 40 du volume de l'économie mondiale. Mais c'est là que le GIEC et ses RCP relèvent le défi et en transmettent. 3, 2, les prédictions du GIEC. En raison de ces grandes incertitudes planant sur les prochaines décennies, le GIEC ne pouvant pas formuler de prédictions précises va travailler sur des RCP, représentatifs concentration pathways, des scénarios différents censés couvrir un large éventail de possibilités pour la population mondiale, l'économie, la technologie et bien sûr l'émission de CO2, avec un chiffre correspond à chaque fois à la gravité du niveau d'émission, représenté par le flux thermique en watts par mètre carré, de RCP 2,6 watts par mètre carré au plus haut RCP 8,5 watts par mètre carré, sachant qu'actuellement nous sommes environ à 2,2 watts par mètre carré, à 50% de marge d'erreur, je le rappelle. Ces différents RCP ne veulent pas être des prédictions, mais des visions schématiques cohérentes, plausibles, des mondes futurs distincts. Cette figure en illustre certains. Leur point commun à tous d'ailleurs est la prévision d'une forte hausse du PIB mondial et surtout du PIB par personne, signe finalement d'une plus grande prospérité personnelle en moyenne, à mesure que la concentration CO2 augmente, bien loin des prévisions de fin du monde qu'on peut entendre ici et là chez les psychiatres de la secte du climat. Une analyse de 2020 révèle aussi que les scénarios de fortes émissions sont de moins en moins plausibles, ce qui décrédibilise les RCP délirants comme le 8,5, qui a pourtant longtemps été qualifié frauduleusement de business as usual, si ça vous dit quelque chose, alors qu'il relève totalement de la science-fiction. Autre prévision curieuse, alors que l'émission de CO2 est la conséquence pourtant directe de la croissance et de l'augmentation du niveau de vie, le scénario RCP 2,6, celui qui va jusqu'à supprimer 100% des émissions de CO2 en 2075, est celui qui prévoit la plus grande hausse du PIB, comme si plus on serait les combustibles fossiles et mieux l'économie se portait, ce qui semble extrêmement curieux, mais qui donne vraiment très envie de tout faire poursuivre ce scénario qui n'annonce finalement que du bonheur. Après, c'est toujours possible que le PIB explose, non pas parce que vous deviendrez plus riche, au contraire, mais parce que bon, des nouveaux milliardaires saisissant l'opportunité d'un tel scam, voilà, ils vont faire leur beurre. C'est la seule solution que je vois pour un tel scénario. Pour devenir sérieux, l'autre point commun est que comme on pouvait s'y attendre, l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 amène proportionnellement une augmentation de la température plus rapide, l'effet de serre. Mais comment ces RCP peuvent-ils prétendre quantifier exactement le réchauffement? Où et quand il se produira? Prédire les changements du système climatique et comment il pourrait impacter la société et l'économie? Sur quel modèle repose-t-il? Quelles sont les hypothèses? Qui les fixe et comment? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et croyez-moi, ça vaut le détour et vous allez comprendre pourquoi on ne vous en parle jamais dans les détails. Chapitre 4, prédiction et modèles, intérêt et limites. 4.1, modélisation climatique, le plus grand défi des simulations. Un modèle, c'est un programme de calcul informatique qui va réaliser une simulation à partir de données de départ. La plupart du temps, lorsqu'on nous parle de modèle, ça sonne modèle mathématique, modèle physique. Ça a l'air super carré précis, une sorte de théorème implacable qui a juste besoin de connaître toutes les lois bien prouvées de la physique et puis paf, on lance et nous sort une vérité scientifique absolue parce que là, c'est la physique et la physique, ça se trouve très peu et on maîtrise. On aimerait se dire qu'on va
rentrer dans un supercalculateur les données sur l'état actuel de l'atmosphère et des océans, formuler quelques petites hypothèses par-ci par-là sur les influences humaines et naturelles futures, et prédire précisément le climat des futures décennies. Bon, c'est absolument pas le cas. En fait, et c'est l'angoisse philosophique de ce monde, plus on en apprend, et plus on se rend compte qu'on en ignore. La science du climat, par ses interactions innombrables et parfois chaotiques, rend ce petit jeu extrêmement complexe. Et plus la prévision porte sur un avenir lointain, plus l'incertitude est élevée. Autrement dit, décrire le climat de manière utile reste l'un des plus grands défis de la simulation scientifique. Et même si les modèles sont tous théoriquement faux, ils n'en demeurent pas moins intéressants. Ils sont surtout notre meilleure arme actuelle pour essayer de comprendre comment le climat a évolué dans le passé, et si on y arrive, d'essayer même de décrire ses tendances futures. Alors comment sont donc créés ces modèles 4.2, comment sont créés les modèles? Pour commencer, les modèles découpent le globe en petites cases. Ces cases tridimensionnelles ne vont pas être cubiques mais plutôt en forme de galette, c'est-à-dire un carré de 100 km sur 100, mais avec une épaisseur verticale beaucoup plus petite, pour ne pas être un découpage non plus trop grossier. Bien sûr, le mieux serait de rendre les cases les plus petites possibles, mais cela augmenterait démesurément le temps de calcul par l'ordinateur, sans même garantir en plus forcément plus de précision. Pour l'océan, on va utiliser des cases de 10 km sur 10, et en gros, un modèle va utiliser 1 million de cases pour l'atmosphère et 100 millions pour l'océan. Une fois le découpage fait, on va utiliser les lois fondamentales de la physique pour décrire ce qui se passe dedans, et comment chaque petite case interagit dans le temps avec ces petites cases voisines, au niveau des échanges d'air, d'eau et d'énergie. Là aussi, le mieux serait d'étudier les interactions entre ces cases toutes les secondes, toutes les millisecondes, par exemple, mais cela prendrait beaucoup trop de temps à l'ordinateur. Pour donner un ordre d'idée, en fixant une période relativement courte, de 10 minutes, il faut plusieurs mois de calcul pour simuler le climat sur un siècle. Vous lancez la simulation et vous revenez 3 mois après. Enfin, ce temps de calcul va également dépendre de la richesse de la description de ce qui se passe dans chaque case et des interactions, c'est-à-dire leur physique. Les chercheurs vont donc faire des arbitrages entre ces différents facteurs pour obtenir à la fois un résultat qui colle le plus à la réalité possible et qui ne met pas non plus 15 000 ans à sortir. En gros, c'est comme si vous bossiez dans un poste de sécurité, il va falloir choisir entre ne pas quitter des yeux pendant toute la nuit les caméras de surveillance ou revenir checker de temps en temps pour voir si tout est ok. Savoir combien de caméras vous allez mettre et dans combien d'angles différents pour être sûr de couvrir tout le terrain, mais pas trop non plus pour avoir tous les écrans dans votre champ de vision. Et savoir après si vous allez mettre vos caméras en HD quitte à ce que le réseau soit saturé rapidement ou en 360p, mais au moins vous avez encore de la connexion pour aller sur TikTok. Vous l'aurez compris, la modélisation de départ est extrêmement complexe, contrairement à ce que prétendent les bosons multiclonés qui viennent nous expliquer que les modèles c'est de la physique pure. Mais voyons maintenant jusqu'où vont les limites de ces modèles. 4.3, les limites des modèles. Dans chaque case, les chercheurs vont poser des hypothèses internes, les hypothèses subgrid. Ces hypothèses vont porter sur la composition de chaque case différente de son kilomètre sur 100. Peut-être qu'il y a un moment T des montagnes dans cette case, de l'orage, des nuages, et quelles sont les implications sur la physique de la case à ce moment T. Mais si les chercheurs vont se fonder sur les lois fondamentales de la physique et sur l'observation de phénomènes météorologiques pour fixer leurs hypothèses, ils vont aussi, et dans une mesure considérable, fixer leurs propres hypothèses. C'est pour cela que les résultats d'un modèle peuvent varier énormément selon les hypothèses fixées. Cela peut sembler être un détail de chipotage, mais pas du tout. En fait, la seule fluctuation dans ces cases de la hauteur et de la densité de la couverture nuageuse est un grand facteur de modification de l'albédo, qui peut avoir autant d'influence sur la chaleur que l'activité humaine qu'on essaie à la base de quantifier précisément. Autre problème, avec ces hypothèses subgrid, c'est que pour les altitudes inférieures à 10 km, les zones de turbulence météorologique sont très fréquentes, en particulier dans les régions tropicales, avec des flux verticaux d'énergie plus de 30 fois supérieurs aux influences humaines qu'on souhaite, je le rappelle, mesurer précisément, et sur des zones beaucoup plus petites que les 100 km sur 100 de chaque case. Ces hypothèses subgrid posent donc déjà un gros problème, qui pourrait être réduit en diminuant grandement la taille des cases, mais une simulation de 2 mois prendrait alors plus d'un siècle. On va pas lancer à l'ordinateur et revenir au bout d'un siècle. Ensuite, il faut initialiser le modèle, en spécifiant l'état initial de l'océan et de l'atmosphère au début du processus de calcul. Cette initialisation requiert, vous l'imaginez, énormément de détails sur la température, l'humidité, les vents, la salinité marine, les courants, etc., etc. Et tout ça dans chacune des 101 millions de cases, dont on vient juste de voir les limites du fonctionnement interne. Le problème, c'est que même avec le système d'observation sophistiqué actuel, nous ne disposons tout simplement pas de ces détails. L'initialisation doit donc uniquement se faire dans les grandes lignes. Armé de tout ça, on peut enfin lancer notre modèle. Il sera jugé dans un premier temps sur sa capacité à retracer le passé correctement. Et si c'est le cas, on lui fera confiance pour l'avenir, n'est-ce pas? Bon, c'est là que la science devient en gros un pépé de chimie de seconde où tu changes les ponts de la courbe en cachette pour avoir bon. Sans surprise, notre modèle ne va pas correctement retracer le passé. Ce qui est normal, puisqu'on ne comprend pas physiquement tout ce qui s'est passé et qu'on pose bon nombre d'hypothèses sur tout un tas de paramètres à toutes les étapes de ce modèle. Mais pas de panique, c'est l'heure du réglage. Le réglage, c'est en gros modifier toutes nos hypothèses pour que la courbe colle un peu mieux au passé, tout en s'assurant bien sûr, faut pas déconner, que ce qu'on sait de la physique basique soit quand même respecté. Faut pas abuser. Alors vous allez me dire que ce réglage reste scientifique, parce qu'il permet d'ajuster les choses qu'on avait mal supposées, ce qui permettrait de mieux connaître ce qui se passe en réalité, mais qu'on ne sait pas encore vraiment définir physiquement. Bon, c'est beaucoup de tâtonnage pour quelque chose qui a la prétention de prédire l'avenir, mais bon, soit. Sauf qu'en réalité, même avec des dizaines de réglages, il est impossible que le modèle corresponde à toutes les observations passées. Mais de toute façon, même si on bidouillait correctement les réglages pour retracer exactement le passé, ça resterait du bricolage, et on ne connaîtrait toujours pas avec exactitude les lois physiques qui vont s'appliquer à l'avenir. Et puis, bon, après ça c'est moi, mais ayons un peu les idées mal placées. Que se passerait-il si les réglages étaient réglés de telle sorte que, bon, ça c'est vraiment moi, soyons pas naïfs, mais les résultats collent à exactement ce qu'on aimerait obtenir. Par exemple, vraiment, c'est un exemple de merde, mais ça, pour coller un narratif bizarre, c'est dans notre intérêt, la propagande climatique. On commence quand même à accumuler beaucoup d'incertitudes et d'imprécisions pour, je le rappelle encore une fois, essayer de prédire les effets de l'influence humaine qui représentent 1% des flux énergétiques qui circulent dans le système climatique qu'on essaie tant bien que mal de modéliser. En regardant par exemple les détails de l'un des modèles climatiques les plus estimés produits par l'Institut Max Planck en Allemagne, Dutch Qualitat, on s'aperçoit qu'ils avaient réglé un paramètre subgrid d'un facteur 10, parce que leur modèle ultra précis affichait en fait un réchauffement 2 fois supérieur aux données observées dans le passé. 10 multiplié par 10, voilà, pour que ça colle. Quand on a multiplié la science par 10, pour que ça colle, normalement on essaie de faire un minimum preuve d'unité. Mais comme vous l'aurez remarqué, ce n'est pas exactement le point fort chez les scientistes du climat. 4, un large éventail de résultats. C'est donc sans trop de surprise que les différents modèles vont aboutir à un vaste champ de résultats aussi différents qu'on a eu d'hypothèses arbitraires différentes. Pour donner un ordre d'idée de cette différence, la température de surface moyenne obtenue par les modèles varie de 3 degrés Celsius. C'est-à-dire quand même 3 fois plus que la valeur observée au cours du dernier siècle. Valeurs qui sont censées, je le rappelle, décrire et expliquer. Mais bon, malgré tout ça, les rapports d'évaluation vont regrouper ces modèles et en faire la moyenne dans des CNIP, projets d'intercomparaison des modèles couplés. Comme si faire la moyenne de résultats aussi divergents était pertinent, mais bon, passons. Chaque CNIP porte un numéro de 1 à 6 selon son ancienneté. Actuellement, on en est au CNIP 6. Cette figure nous montre la comparaison du CNIP 3 et 5 avec les observations du siècle dernier. À première vue, on pourrait avoir l'impression que ça concorde plutôt pas mal avec la réalité, sans doute grâce à des réglages bien gérés, mais à regarder de plus près, on observe plusieurs problèmes en fait. D'abord, alors qu'on s'attendait à ce que les nouvelles générations de modèles donnent des résultats de plus en plus précis, on observe plutôt l'inverse. Autrement dit, plus on en apprend sur le climat et plus nos grilles tridimensionnelles s'affinent, plus les incertitudes semblent augmenter. Mais surtout, il reste un problème de taille. Les CNIP n'arrivent pas à reproduire le fort réchauffement observé entre 1910 et 1940, et signent en moyenne un taux de réchauffement moitié moins important que celui observé, comme si les hypothèses étaient finalement pas si bonnes que ça. Cette période est pourtant clé pour comprendre le système climatique puisqu'elle a eu lieu avant l'explosion des émissions de CO2 à partir de 1950. Et pourtant, on a connu un réchauffement presque similaire au réchauffement actuel. Pire encore, le CNIP 6, le plus récent, qui moyenne 267 simulations, réalisées par 29 modèles différents, créés par 19 groupes de modélisation climatique de différents pays, continue de mal décrire cette période de 1910 à 1940, mais décrit également très mal le réchauffement observé depuis 1950. Cette incapacité à reproduire un passé aussi proche, même après hypothèse subgrid, initialisation partielle et réglage arrangeant, rend perplexe quant à la stabilité des modèles et montre à quel point les relations naturelles restent très difficilement explicables scientifiquement. Moi qui croyais que la science était claire, nette, absolue, donc j'avoue que toute cette histoire commence à devenir un peu bizarre. Bon, je résume. Comprendre le présent, on voit un peu le truc, mais bon, c'est pas fou avec une influence de 1% qui a 50% de marge d'erreur quand même. Bon, restituer le passé, bon, ça colle plus ou
ou moins en bidouillant, mais on n'arrive pas à expliquer des périodes clés parce qu'il nous manque des connaissances et qu'on comprend pas grand chose finalement. Après, dire, bon bah du coup c'est mort, mais on en a pas besoin de toute façon. Non, on a plein de signes actuels de l'apocalypse. La montée des eaux et des Atlantiques, les feux de forêt, les ouragans de plus en plus nombreux, les rendements agricoles et les espaces verts qui s'effondrent, on va tous mourir. Non. Chapitre 5, Apocalypse, propagande vs réalité. 5.1, montée des eaux. Là, on va commencer à se régaler. En 2007, Al Gore et le GIEC obtenaient le prix Nobel de la paix, un scam distribué pour asseoir l'agenda politique. Une de leurs prévisions, extrêmement réaliste et précise, était bien sûr l'élévation catastrophique du niveau des eaux, jusqu'à 6 mètres, d'ici 2016, recouvrant totalement la statue de la liberté et plongeant l'humanité dans l'âge d'or de la piraterie. Bon, c'est compris, mais ça arrive à tout le monde, c'est bon, ok. Je suis sûr que dans tous les raisons, juste, ça prendra sûrement 10 ans de plus, ok. J'en suis sûr. Observons qu'en réalité sur le phénomène de montée des eaux. D'abord, le niveau des eaux diffère localement. Parfois il monte, comme dans la côte du Golfe aux États-Unis, et parfois il baisse, comme en Alaska, toujours aux États-Unis. Mais dépend essentiellement de la quantité de glace présente sur la terre ferme. Ce qui est intéressant, malgré la propagande cataclysmique sur la disparition des Maldives sous les eaux qu'on nous annonce depuis des décennies, en réalité, il apparaît autant de surfaces d'îles qui ont disparu, et l'investissement hôtelier aux Maldives est estimé à 518 milliards de dollars et projeté à 864 milliards de dollars d'ici 2028. Bizarre pour une île qui va disparaître depuis il y a 10 ans. Je me demande qui croit entre les moteurs pathologiques du climat et les investisseurs milliardaires, leurs banquiers, leurs assurances qui visiblement n'en ont rien à foutre. Ah, attendez, on annonce dans l'oreillette que, ah oui voilà, ce seraient les mêmes personnes en fait. Un peu comme Obama, Bill Gates et Tucker Peak, qui ont des villas avec dizaines de millions au bord des côtes qu'ils annoncent pourtant bientôt sous les eaux. Intéressant. Comme toujours, dézoomons l'axe temporel. Cette figure présente les estimations géologiques de l'évolution du niveau de la mer durant les 400 000 dernières années. En raison de cycles très lents liés aux variations de l'orbite de la Terre et de l'inclinaison de son axe, le rayonnement solaire absorbé varie quantitativement donnant lieu à une alternance entre une période de glaciation qui dure 100 000 ans et une période interglaciaire de 20 000 ans. Ainsi, dans une période d'environ 120 000 ans, le niveau des eaux passe de moins 120 mètres à plus 6 mètres par rapport à aujourd'hui. Peut-être découvrirons-nous l'empire perdu de l'Atlantique d'ici 20 000 ans. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le niveau de la mer monte depuis 20 000 ans. Mais à quel rythme? Y a-t-il subitement accéléré depuis l'explosion de l'activité humaine en 1950, c'est sûr, non? En zoomant sur le début de l'ère Holocène actuelle il y a 12 000 ans, on observe une montée vertigineuse du niveau des eaux de 12 mm par an jusqu'à il y a 7 000 ans, pour ralentir nettement depuis. De nos jours, les mesures sont réalisées précisément par des marégraphes et des satellites. Depuis 1900, le niveau moyen de la mer monte en moyenne de 1,8 mm par an, loin des 12 il y a 12 000 ans. Mais là aussi, on observe des périodes de vitesse différentes. Entre 1925 et 1940, la hausse était de 3 mm par an. Entre 1950 et 1965, d'environ 1 mm par an. Et actuellement, elle est de nouveau à 3 mm par an. Autrement dit, la vitesse de montée des eaux semble être cyclique, au moins depuis qu'on a des mesures officielles depuis 1900. Oscillant entre moins d'1 mm par an et 3 mm par an, soit, je rappelle, 4 fois moins que 12 mm par an d'il y a 12 000 ans. Comme on l'a vu, le niveau des eaux monte lorsque la planète se réchauffe, naturellement ou avec un peu d'aide, en entraînant la fonte progressive de la glace et la dilatation des océans. Et justement, on peut mesurer précisément la contribution des glaciers fondus à cette hausse des eaux. On s'attendrait évidemment à ce que cette contribution augmente, explose avec l'activité humaine, n'est-ce pas? Pourtant, les résultats sont curieux. On observe sur cette figure que cette contribution, après avoir diminué de 1950 à 1990, est aujourd'hui la même qu'en 1940, ce qui rend très difficile finalement d'ajuster par l'activité humaine par rapport à l'évolution naturelle. 5.2, ouragans et tornades. Passons aux tornades et ouragans. Là aussi, le discours médiatique apocalyptique ambiant dit clair. Les ouragans et les tempêtes sont de plus en plus nombreux et intenses à cause de l'élévation du CO2 dans l'atmosphère. La logique serait en effet impeccable. Le réchauffement climatique de l'activité humaine joue sur les flux de chaleur des océans et induit donc des flux de pression supérieurs qui augmentent et empirent les ouragans et les tempêtes. Carré. Mais voyons ensemble ce que valent ces affirmations. Il y a environ 48 ouragans par an et les 2 tiers sont situés dans l'hémisphère nord. On mesure par satellite depuis 1966 leur nombre et leur puissance, mais on peut également les retracer dans un proche passé par la paléotempétologie. Cette figure retrace l'évolution du nombre annuel d'ouragans dans l'Atlantique Nord depuis 1850. On observe là encore une évolution qui semble sinusoïdale, avec un cycle de 60 ans, potentiellement lié à l'oscillation atlantique méridionale, un phénomène naturel qui a lui aussi un cycle de 60 ans, ça tombe bien, synchrone avec l'évolution du nombre d'ouragans observés. Mais qu'en est-il de l'évolution de leur puissance? En 2014, le National Climate Assessment annonçait une forte hausse de la puissance des ouragans liée au réchauffement climatique. Et présentait cette courbe effrayante pour le prouver, mais étrangement et pas du tout volontairement bien sûr. L'axe temporel s'arrête en 1970. On serait tenté d'imaginer que la puissance était encore plus faible avant, mais allons vérifier par nous-mêmes, juste pour être sûr que nous ne soyons pas victimes d'une nouvelle manipulation grotesque de la part de nos conseillers climatistes professionnels. Bon, je vous épargne la surprise, qui n'en est pas vraiment une à ce stade de la vidéo. Il suffit de remonter à 1945, soit le début de l'augmentation significative des émissions humaines de CO2, pour observer précisément la tendance inverse, une diminution de la puissance des ouragans jusqu'en 1975. Et une reconstitution réalisée en 2012 dans le journal of Climate renforce cette conclusion. Autrement dit, rien ne peut prouver que l'augmentation actuelle soit liée à l'activité humaine. Mais bon, ça fait toujours plus stylé l'intelligence de dire le contraire, et puis bon, si on n'en fait pas un tout petit peu, bon, ça serait pas marrant, les gens ne tireraient pas l'Afrique. Bon, et pour les tornades, j'en suis sûr, elles ont monté. Et la réponse ici, et oui, elles ont monté. Mais attention, creusons un peu plus ce sujet. Un peu comme pour les séismes et l'échelle de Richter, on note la puissance des tornades de EF0 à EF5. On a observé une augmentation des tornades de très faible niveau EF0, qui sont passés à 60% du total actuel contre seulement 20% en 1950. Voilà, là je vous tiens. Sauf qu'en fait, ce sont les appareils de mesure qui ont évolué, ils sont devenus beaucoup plus sensibles. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui capable de détecter de très petites tornades qui avant passaient inaperçues. D'ailleurs, pour en avoir les cornettes, il suffit d'observer toutes les tornades EF1 et plus. Le constat est sans appel. Et encore une fois, pas vraiment dans le sens des mythomanes du climat. On n'observe aucune tendance sur les EF1 depuis 1950. Et même une forte diminution des EF3. Si on était autant de mauvaise foi que nos amis climatistes pathologiques, on pourrait aller jusqu'à conclure que le CO2 fait diminuer les tornades balèzes. Mais, vu que nous sommes intègres et pas totalement stupides, on ne le fera pas. Ce qui n'empêche pas les bosons du climat de pourtant conclure l'inverse alors que les mesures disent précisément l'inverse. Mais bon, on n'en est plus vraiment à ça, à ce stade de la vidéo, vous le reconnaissez. D'ailleurs, le nombre de victimes aux États-Unis liées aux ouragans et aux tornades a été divisé par 10 en un siècle. Comme quoi, émettre du CO2 n'a finalement pas que des mauvais côtés. 5.3, précipitations, inondations et feux de forêt. Parlons maintenant d'une autre apocalypse annoncée à grand renfort médiatique. Le réchauffement qui est vraiment que la faute du CO2 et des méchants humains intensifie le cycle hydrologique, ce qui va entraîner davantage de précipitations, donc d'inondations, et bon, au passage, on va aussi calculer le nombre de feux de forêt. Ça, c'est cadeau. Commençons par la précipitation. En réalité, on a observé globalement une hausse de 0,2% par décennie entre 1900 et 1950, et depuis aucune tendance. Ce qui ne semble pas confirmer la théorie des médias experts en tout, qui paraissait pourtant implacable. Cependant, l'analyse globale n'est pas forcément pertinente. Dans les faits, on observe en réalité une grande variation locale, avec les zones sèches qui deviennent un peu plus sèches et les zones pluvieuses qui deviennent plus pluvieuses. Par exemple, le lieu le plus sec de la Terre est le désert d'Atacama au Chili, avec 0,6 mm de précipitation annuelle, tandis que le lieu le plus humide est Mochiram en Inde, avec 11 871 mm, 0,6, 11 871. Inutile de préciser évidemment que ces tendances locales diamétralement opposées sont des occurrences naturelles. On se calme doucement, la nature existe. Concernant les sécheresses et les inondations, le rapport AR5 du GIEC exprime une faible confiance sur le sens de la tendance à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dire si les inondations et les sécheresses dans l'ensemble de la planète augmentent, diminuent ou restent stables. L'analyse par exemple de l'indice de sécheresse dans le sud-ouest des États-Unis montre des fortes variations annuelles depuis les années 800, bien avant toute émission de CO2 par activité humaine, avec parfois même des périodes de sécheresse bien plus longues dans le passé qu'actuellement. Là encore, on observe sur cette figure une diminution spectaculaire du taux de mortalité lié aux sécheresses et aux inondations. Enfin, pensons-nous sur l'évolution des feux de forêt et ses chiffres réels. Il est vrai que de manière locale, une augmentation de la température cumulée à une baisse des précipitations va favoriser les incendies. Mais en réalité, la superficie des feux de forêt a diminué de 25% entre 1998 et 2015. Ce déclin d'ailleurs est aussi lié à l'activité humaine, mais sous un autre angle, avec notamment des méthodes différentes d'agriculture et l'arrêt progressif de l'écobuage, des feux volontaires pour nettoyer en terre, on en avait parlé dans la vidéo sur l'Amazonie, remplacés par les machines qui émettent du CO2. Le problème, c'est surtout que l'écrasante majorité des feux de forêt sont le fruit de pyromanes, de feux de camp ou brûlage de débris. Aux États-Unis, cela représente par exemple 85% des feux de forêt. En Italie ou en Grèce, les pyromanes à eux seuls représentent plus de 50% des feux de forêt. Et en France, 40%. 5.4, espaces verts et rendements agricoles. Pour finir, parlons un peu des espaces verts et des rendements agricoles.
destruction du monde, réduit les rendements et fait exploser les prix agricoles. En 2022, le point, grand journal, ajouté, l'alimentation aussi sous la menace des désastres climatiques. L'augmentation atmosphérique de la concentration de CO2 est présentée comme un désastre agricole et forestier, une catastrophe qui détruit la planète et menace la vie elle-même. En réalité, le CO2 n'est pas un polluant, mais bien un fertilisant naturel pour la végétation. Et c'est logique, puisque la végétation repose sur la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de l'eau et du CO2 en oxygène et en glucose grâce à la lumière du soleil. À tel point que la période carbonifère d'il y a 360 millions d'années présentait 3,5 fois notre concentration atmosphérique actuelle en CO2 et fut la période géologique la plus végétale. Au contraire, il y a 20 000 ans, durant l'âge glaciaire, la concentration de CO2 était de 180 ppm contre 420 aujourd'hui, soit à peine 30 ppm au-dessus des 150 ppm, le seuil critique fatal à la végétation. En réalité, les rendements agricoles ont plus que doublé les 50 dernières années, avec un record en 2020 pour les céréales. Les zones vertes ont augmenté de 25 à 50% durant les 40 dernières années, avec un gain de superficie de plus de 18 millions de kilomètres carrés en 33 ans, soit l'équivalent de 30 fois la France. En parallèle, le cours des céréales a chuté depuis 1900, mais il est très difficile de prédire les fluctuations à venir. Et si quelqu'un en est capable, alors qu'il mise tout son putain d'argent en bourse, qu'on en finisse avec les spéculations. Et enfin, bien que la faim dans le monde ne soit pas prête d'être résolue, puisqu'elle concerne aujourd'hui encore 10% de la population, alors que nous produisons bien plus de calories que nécessaires pour combler les besoins de l'humanité, sachant qu'un quart de la nourriture est gaspillée, et bien, malgré tout, la mortalité liée à la famine a été divisée par 20 en un siècle. Finalement, la seule donnée de baisse de rendement a été émise par le GIEC, et considère qu'au lieu d'une augmentation de 104% du rendement de blé, par exemple, on a seulement eu une augmentation de 100%. Oh là là, ce qui est une analyse en plus prétentieuse et bien compliquée, qui se repose elle-même sur des modèles suspects qu'on a vu juste avant. Donc je résume, la montée des eaux, c'est le cas depuis 12 000 ans, c'était 4 fois plus rapide jusqu'à il y a 7 000 ans, et aujourd'hui c'est sinusoïdal, les ouragans et les tempêtes, RS, pareil pour les sécheresses, inondations et feux de forêt, et la végétation a augmenté de la taille d'un 6e continent grâce au CO2. Cette histoire qui était déjà bizarre commence carrément à devenir exaspérante. Mais pourquoi et comment? Les informations annoncées peuvent être aussi manipulées, détournées, voire carrément fausses, alors qu'il paraît que la science est claire, je sais pas quoi, et que les scientifiques sont tous d'accord. Nous arrivons au dénouement de cette enquête. Il est temps d'étudier le fonctionnement interne du GIEC. Et là encore, prenez un peu de sel, de sucre, qui est acide aminé essentiel pour tenir le coup, parce que l'hypoglycémie risque de vous fracasser le cerveau. Chapitre 6. Comment la science a été détournée. 6.1. Les cycles successifs du GIEC, du rapport original au résumé pour les décideurs. Le rapport du GIEC, c'est plusieurs milliers de pages super compliquées où des centaines de scientifiques de dizaines de pays différents vont tenter d'analyser et synthétiser plus de 14 000 articles et études scientifiques. En clair, à moins d'être vraiment très intéressé par le sujet et compétent intellectuellement pour encaisser 4000 pages d'analyse physique, personne qui a des choses à faire dans la vie ne va jamais prendre le temps de lire. Mais heureusement, le GIEC nous propose un résumé à l'intention des décideurs de 36 pages qui en gros est censé contenir ce qu'il faut retenir de toutes ces analyses. Évidemment, 4000 pages chiantes de geeks de merde contre 36 pages compréhensibles. Bon bah c'est normal qu'on se base sur ce résumé dans tous les discours négatifs et politiques, normal. Mais quelle est la valeur de ce résumé? Pour répondre à cette question, on va analyser chaque étape entre la rédaction du tout premier rapport long et chiant jusqu'à arriver à ces 36 pages clés en main pour les données que nous sommes, enfin surtout vous puisque vous. D'abord le GIEC, groupe intergouvernemental, et le gouvernement américain affirme férocement que leurs rapports d'évaluation sont dignes de foi, car soumis à une révision rigoureuse avant publication. Parlons donc un peu de ce fameux processus de révision. Comme je vous le disais, les rapports vont d'abord s'appuyer sur une sélection de milliers d'articles scientifiques qui, pour être publiés, ont été révisés par des pairs. Peer reviewed, c'est une méthode scientifique classique qui permet dans l'ensemble de repérer s'il y a des erreurs sérieuses dans l'étude et d'améliorer sa présentation, mais qui, selon les scientifiques eux-mêmes, est loin d'être parfaite, puisqu'elle ne garantit en aucune manière l'exactitude de ce qui est publié et peut être en plus influencée par des biais personnels ou des conflits d'intérêts. Il existe de très nombreux exemples d'articles scientifiques bourrés de conflits d'intérêts, recherches erronées et aux conclusions frauduleuses qui ont malgré tout été publiées, y compris dans des revues réputées. Et cela a été démontré. Inutile de vous rappeler le Lancet Gate et le scandale gigantesque du 2019 qui en est un exemple parmi tant d'autres malheureusement. Pour corriger cela et garantir que les articles sélectionnés soient scientifiquement exacts, des scientifiques du monde entier, comme Stephen Quinn, ont proposé la mise en place d'une Red Team, une équipe de scientifiques sans pitié qui serait chargée de confronter l'étude en la reproduisant de manière indépendante, ce qui permettrait de renforcer la robustesse et la crédibilité du rapport qui synthétiserait uniquement les articles ayant passé le test. Cette méthode ultra carrée est utilisée dans tous les domaines sérieux à conséquences importantes. Par exemple en aéronautique, dans le spatial ou même dans les services de renseignement. Mais visiblement, le climat ne fait pas partie suffisamment de ces domaines sérieux à conséquences importantes. Bien qu'on nous explique l'exact contraire, puisque toutes les propositions de Red Team ont été rejetées. Bizarre, mais pas tellement, parce qu'on analyse la façon dont sont sélectionnés les articles scientifiques servant au rapport préliminaire. En fait, les hauts fonctionnaires des agences scientifiques et environnementales vont nommer et choisir eux-mêmes les auteurs scientifiques sur lesquels leur rapport va se baser, ce qui implique que d'autres auteurs ou articles pourtant eux aussi peer reviewed seront écartés. Et ces auteurs sélectionnés ne sont en réalité pas soumis aux contraintes liées aux conflits d'intérêts. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est publié est faux, mais qu'un auteur peut à la fois travailler pour une entreprise de combustibles fossiles ou au contraire pour une ONG climatiste et servir de base à la rédaction de ce rapport. Ceci constitue déjà un premier problème d'objectivité. Mais ça y est, vous allez voir. Ensuite, un groupe de nombreux experts du monde entier se propose volontairement de réviser le texte préliminaire. Mais contrairement à la méthode du peer review, leurs remarques ici n'auront aucune valeur. Il n'y a pas d'arbitre de tiers parti pour juger qui a raison ou qui a tort. Non, l'auteur principal peut décider de rejeter toute critique sans aucun motif. C'est lui le boss. Ça, c'est de la science scientifique qui scientise. Et enfin, et c'est là que la magie opère, c'est l'heure du résumé à l'intention des décideurs. En fait, les versions finales des rapports vont être soumises à l'approbation du gouvernement et du groupe intergouvernemental qu'est le GIEC. Autrement dit, le résumé n'est pas seulement à l'intention des décideurs, il est carrément sous l'influence des décideurs eux-mêmes. C'est un peu comme si tu fais ton programme de Noël, quoi. C'est un peu la loose, mais au moins t'es pas déçu. Est-ce que c'est pas impeccable ça? Je résume. Un rapport préliminaire qui s'appuie sur des études dont les défauts pourraient être corrigés par une Red Team. La Red Team est refusée, alors qu'elle est obligatoire dans les domaines sérieux. Les études sont sélectionnées sans clause de conflit d'intérêt. Si des experts volontaires émettent des critiques, on peut les rejeter sans donner de raison. Et ensuite, le tout est condensé en 36 pages, fortement influencé si ce n'est carrément rédigé par les gouvernements à l'intention des gouvernements. Putain, le processus est dérodé, bien scientifique, bien de consensus à 97%. Et justement, parlons un peu de ce consensus. 6.2. Censure et pression politique, économique, personnelle. Vous avez probablement entendu qu'il y avait consensus sur la question climatique jusqu'à 97% des scientifiques, tous d'accord sur tout. Bon, d'abord l'étude à l'origine de 97% était un énième scam qui a été discrédité après coup par la communauté scientifique et qui ne spécifiait même pas d'ailleurs sur quoi porter le dit consensus. Sur le fait que le climat change? Oui, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Sur le fait que le CO2 est un gaz à effet de serre et que l'activité humaine émet du CO2? Oui, on est tous d'accord. Mais sur tout le reste, que ce soit l'attribution précise des raisons naturelles ou anthropiques, la pertinence des modèles ou encore l'apocalypse annoncée qui ne correspond à rien aux observations, on peut pas y avoir consensus. Et ne parlons même pas des solutions gigantiques qu'on va aborder juste après. Non, c'est une farce. Les stratégies de manipulation de l'information sont nombreuses dans les médias et suivent un schéma classique qui se répète sur bien d'autres thèmes différents du climat. La censure est comme toujours un pilier majeur qui repose sur un jeu pervers d'intérêts croisés d'acteurs de différentes catégories. Les gouvernements et les politiques qui en tirent plus de contrôle, plus de pouvoir et plus de taxes. Les médias corrompus et totalement fanatisés idéologiquement qui doivent capitaliser sur le fait d'être relevant, pertinent et cela tous les jours, plusieurs fois par jour. Et qui a le choix entre dire des choses vraies, complexes et chiantes aux spectateurs ou plutôt dire de la merde qui fait le buzz parce que c'est bien plus efficace. Au passage, ils pourront se positionner du côté des gentils qui aiment le climat, de la nature et les arbres et en tirer quelques bons points moraux, des subventions et autres crédits ESG bien utiles vu que leur compétence cumulée d'année en année les a conduits au flop de l'IMA et donc au flop financier. Les influenceurs clownesques qui aussi en tirent de la notoriété monnayable sans prendre trop de risques en se positionnant du côté de la propagande dans l'espoir de capter l'attention d'un public composé de flippettes donneurs de son en tout genre, c'est-à-dire de gonzesses à problèmes familiaux silencieux et de geeks qui espèrent baiser en adoptant les mêmes idées que les meufs au profil psychiatrique calamiteux. Drôle de stratégie. Un public de lâches qui se range par soumission dans le plan qui met les coups de pression tout en se pensant très intelligent, très renseigné, bien loin des cons de complotistes qui n'ont pas infamir et qui font de toute façon des fachos anti-science. Les scientifiques eux-mêmes qui en tirent un bénéfice sur leur carrière, leur financement et qui éprouvent, il faut le dire, une ivresse du pouvoir qui confine un certain sadisme à l'idée de se dire que leurs conclusions peuvent influencer le monde et le contrôle des sociétés. Les entreprises qui en suivant la tendance
indépendance peuvent espérer tirer leur épingle du jeu, avec des subventions, des crédits ESG, du profit et un transfert de richesse par capitalisme de connivence. Et bonus, quelques bons points moraux avec un peu de greenwashing. Et enfin, les ONG et associations, qui elles aussi pourront bénéficier de subventions et de dons pour sauver la planète. Vous imaginez? Dons et subventions qui disparaîtraient si jamais on se rendait compte que l'apocalypse n'était finalement pas vraiment justifié. De l'autre côté, pour parfaire la méthode de la carotte et du bâton, toute voix ou opinion discordante s'éloignant un peu trop du narratif subira la censure, le shadowban, la marginalisation. Les scientifiques indépendants reçoivent des menaces, voient leur financement disparaître, leur contrat est corrompu, leurs propres universités les boycotter et les harceler, jusqu'à leur départ forcé. Exprimer une opinion divergente vaut automatiquement le qualificatif objectif de destruction sociale et économique de climato-sceptique, complotiste, climato-négationniste et d'extrême droite. En tant que créateur de contenu, vous connaîtrez le sentiment unique que les autres créateurs n'ont jamais ressenti. De vous demander si votre vidéo sera supprimée tout de suite, si elle tiendra 24 heures, si elle sera shadowban et donc que tout votre travail ne sera probablement jamais vu, et combien de groupes Facebook de merde de religieux du climat partageront tous vos réseaux pour les signaler et vous harceler en DM. Parce que le harcèlement, quand ça vient d'eux, c'est pas vraiment du harcèlement. Le sujet est devenu une religion. Il faut croire au-delà du rationnel et ne surtout pas discuter la parole d'évangile du GIEC, sous peine d'être désigné comme hérétique, d'être banni de la nouvelle société théocratique. Ne songez même pas, un débat n'existe tout simplement pas. Après tout, on ne débat pas avec quelqu'un sceptique et bon, il y a consensus et nous n'avons plus le temps de discuter. Il faut agir immédiatement vite, donnez-moi votre argent. Cette vidéo aurait pu s'arrêter là. La supercherie catastrophiste ambiante du climat est dénoncée. Les compteurs sont partis vicieusement d'une réalité observationnelle sur l'augmentation de la température globale que personne ne nie pour embrayer d'un coup sur des interprétations et des conclusions peu précises et hautement discutables, puisqu'elles reposent sur un système climatique dont les inconnus naturels pourraient avoir autant d'effets que l'activité humaine que nous estimons avec 50% de marge d'erreur. À partir de là, fatalement, les modèles utilisés sont incomplets et très limités, fondés sur des hypothèses insuffisantes et des ajustements arbitraires, parfois carrément réglés pour réaliser la prophétie qu'on aimerait démontrer. Ils ne parviennent pas à restituer le passé, même très proche, et produisent un large éventail de résultats peu fiables, quand ils ne relèvent pas carrément de la science-fiction. Les apocalypses annoncées et médiatisées à nauséam sont mensongères et contredits par les observations concrètes. Et tout cela découle d'un résumé à l'intention des décideurs qui a franchi plusieurs étapes jonchées d'opportunités de corrompre son objectivité et sa crédibilité. Nous pourrions nous arrêter là, mais pour en finir une fois pour toutes avec ces plaisanteries, il est venu l'heure de la dernière partie de cette vidéo nationale. Le clou du spectacle, surtout cercueil. Pour que la démonstration soit totale, il est l'heure de faire semblant que tout ce que j'ai dit dans les 6 chapitres précédents n'a jamais existé. Et oui, faisons comme si tout était nickel, carré, super précis, 100% vrai, et que personne ne manipulait quoi que ce soit. Parce que la corruption et les fake news, c'est un truc réservé aux pires dictatures et républiques bananières, c'est-à-dire le monde pas occidental quoi. Il est l'heure d'étudier les solutions proposées, ou plutôt imposées, qui ont valu le procès pour inaction climatique de la part des bozos infernaux qui fument la clope de dépression entre deux spectacles pour enfants et qu'on aimerait vraiment effacer notre mémoire. Et comme vous allez vous en rendre compte, il fallait bien qu'une première supercherie accouche d'une seconde. Chapitre 7, neutralité carbone. Êtes-vous prêts? 7, 0, rappel des faits. Pour rappel, la concentration atmosphérique de CO2 augmente chaque année d'à peu près la moitié de son émission. Notre matière est captée par la verdure et les océans. Et comme cette concentration atmosphérique en CO2 stagne durant plusieurs décennies, voire siècles, avant d'être éliminée, réduire les émissions humaines de CO2 permettrait simplement de ralentir le processus et de le repousser plus ou moins légèrement. Pour l'arrêter et le stabiliser, il faudrait donc réduire à zéro les émissions de CO2 dans le monde entier. C'est la naissance d'une idée logique et brillante de la neutralité carbone, aussi appelée net zero. Et c'est un véritable défi de taille, puisque pour l'instant, seuls Haïti, le Yémen et le Malawi y sont arrivés, et vous allez tout de suite voir pourquoi. Step 1, les accords de Paris. Tout commence ainsi au fameux accord de Paris en 2015. L'accord fixe l'objectif de limiter le réchauffement à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius et décide d'entreprendre des efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius. Première question, de quel 1,5 degrés parle-t-on? Parce que tout dépend de la référence qui est choisie. Si on choisit le début du XXe siècle, nous en sommes déjà à 1,3 degrés. Si on prend 1950, ce qui semble être le cas, on en est à plus 0,8 degrés. Si on prend la température moyenne en 1650, durant le petit âge glaciaire, on a déjà dépassé de loin les 1,5 degrés depuis longtemps. Et au passage, l'humanité et la planète ont survécu et se portent plutôt bien. Et si on prend en référence l'an 1000, alors on est à seulement plus 0,4 degrés. Ensuite, lorsqu'on parle de limiter le réchauffement, il est supposé de manière implicite que 100% de réchauffement serait anthropique, donc vraiment 0% naturel. Et donc si on veut distinguer un réchauffement de 1,5 degrés et un réchauffement de 2 degrés, c'est qu'on est capable de mesurer et de prédire avec au moins 25% de marge d'erreur. Bon, on a vu au chapitre 3 et 4 que cette marge d'erreur était plutôt de 50%, voire de 100% dans les prédictions, sachant que ça augmente à mesure que les modélisations sont récentes, mais tranquille, on a dit qu'on faisait comme si on savait pas, d'accord? Et enfin, le postulat considère de manière implicite que ce réchauffement de 1,5 degrés est une catastrophe, une très mauvaise chose pour l'humanité et la planète. Bon, on a vu aussi au chapitre 5 que c'était pas vraiment le cas, mais mettons toutes ces objections de côté, supposons que tout ça est cohérent et justifié. 7.2, le net zéro et ses conditions. Pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degrés, la seule solution présentée par le GIEC et les accords de Paris est donc que le monde entier réduise suffisamment ses émissions d'ici 2075 pour une limite à 2 degrés et même d'ici 2050 si on est rapide pour une limite à 1,5 degrés. Or, ce qui émet principalement du CO2, ce sont les énergies à combustible fossile. Il faut donc les abandonner quasi totalement dans les 25 à 50 années à venir et éventuellement avoir recours à de la géo-ingénierie, c'est-à-dire des innovations techniques qui permettraient soit de capter le CO2 dans l'atmosphère et de le transformer, et aujourd'hui ces technologies ne sont pas assez matures, viables et efficaces, soit de créer artificiellement par exemple des nuages ou de la pluie en balançant dans l'air des particules fines par exemple, ce qui a déjà été testé et qui a abouti à une pluie acide en Angleterre au passage, ou en recourant au cloud seeding, c'est comme ça que Dubaï s'est retrouvé inondé cette année par exemple. Donc vous l'apprentissage avec la météo, c'est pas encore possible. Il va donc falloir tout miser sur la suppression des combustibles fossiles, ce qui signifie en clair passer au tout électrique ou presque. On imagine mal comment les bateaux et les avions fonctionnaient avec une batterie rechargeable, sachant qu'aujourd'hui en fait seulement 22% de nos besoins sont électriques. Mais avant d'étudier ensemble les solutions nécessaires à un tel défi, il serait bon de se poser la question de sa pertinence. Peut-on se passer réellement des énergies fossiles? 7.3, énergie, PIB, population, le monodélire européen. L'énergie est indispensable aux sociétés développées et en développement. Il existe un rapport direct entre la consommation d'énergie et l'espérance de vie, la mortalité infantile et le PIB par habitant. Si dans les pays développés la demande d'énergie est élevée et augmente relativement lentement, les pays en développement vont eux consommer davantage d'énergie à mesure que leur économie se développe. Cette énergie est requise pour les infrastructures, l'activité industrielle, la production de nourriture, d'électricité, les moyens de transport, etc. Mais également pour améliorer les conditions sanitaires et réduire une mortalité infantile colossale comparée aux pays développés. Juste pour se rendre compte de l'importance de l'accès à l'énergie, la mortalité infantile des pays en développement est de 55 pour 1000 contre 5 pour 1000 dans les pays développés. Et un frigo américain, cette stat le fume, consomme 3 fois plus d'énergie qu'un africain en moyenne. Ajoutons à cela qu'il n'y a que 1,3 milliard d'individus dans les pays développés de l'OCDE, ce qui veut dire qu'il y a 6,5 milliards d'individus dans les pays dits sous-développés ou en développement, et que la population mondiale va augmenter d'1 milliard d'ici 2050 pratiquement uniquement en dehors des pays développés. Ainsi, en combinant ces deux données, on estime que la demande d'énergie va s'accroître de 50% d'ici 2050. Avec la plus forte augmentation en Asie, cette énergie sera vraisemblablement fournie comme aujourd'hui à 80% par des combustibles fossiles, les principaux émetteurs de CO2. Bon, inutile de tourner autour du pot, en gros, pour des siècles actuels, les émissions du monde en développement dépasseront celles du monde développé, à tel point que chaque fois que le monde développé réduira ses émissions de 10% à grand renfort de sacrifice, cela compensera moins de 4 ans de croissance du monde en développement. Par exemple, rien que si l'Inde devenait d'ici demain officiellement un pays développé, les émissions CO2 mondiales augmenteraient de 25%. À titre de comparaison, l'Europe entière c'est 10% et la France 1%. Et devinez qui sont les petits cucks qui ont pris l'engagement législatif sous peine d'amende d'une réduction nette de 100% de leurs émissions d'ici 2050. Indice, ce n'est ni l'Inde ni la Chine qui ont d'ailleurs arrêté au passage de toute notre industrie délocalisée parce que plus n'existait, ce qui ne va faire que d'ailleurs déplacer le problème du CO2 et appauvrir l'Union européenne au passage sans même parler de souveraineté. La Chine d'ailleurs émet déjà aujourd'hui davantage de CO2 que tous les pays de l'OCDE réunis. Et la Chine et l'Inde ont annoncé fermement qu'ils doubleront et tripleront respectivement leurs émissions CO2 d'ici 2030, dans 5 ans, pour une construction massive de centrales à charbon notamment. Leur priorité pour bien sûr l'accès à l'énergie pour la population, les problèmes de santé publique comme l'eau potable, l'hygiène, l'éducation et la mortalité infantile. La Russie, quatrième plus gros émetteur, prévoit elle aussi des investissements qui augmenteront ses émissions. Autrement dit, même si par miracle l'Europe tout entière finissait
chaque pays va adopter une stratégie énergétique qui lui est propre en tenant compte de son économie, de son niveau de développement, des ressources naturelles à sa disposition, et plus largement de son climat propre. Par exemple, les choix énergétiques du Portugal, de par son emplacement géographique et son climat favorable, ne sont pas les mêmes que ceux de l'Angleterre, de la France ou du Japon. Les secteurs d'activité émettant le plus de CO2 sont en général le transport, l'électricité et l'industrie. Il faut des décennies pour mettre en place un changement structurel durable dans le système énergétique d'un pays. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Cela suppose l'utilisation de méthodes de production fiables, matures, au rendement correct, au tarif accessible et capables de soutenir la demande avec moins d'un jour par décennie d'interruption. Ainsi, les trois critères les plus importants pour choisir sa source d'énergie sont le coût, la fiabilité et la conformité aux réglementations sanitaires et de sécurité. Mais comme on est en 2024, c'est stylé, nous allons maintenant également considérer leurs émissions de CO2. Énergie par énergie. Actuellement, 80% de l'énergie mondiale provient des combustibles fossiles. L'énergie issue du pétrole et du gaz émet du CO2, mais surtout la moins chère, la plus répandue, la plus pratique et la plus abondante. Les réserves de pétrole connues sont de l'ordre de 1,120 million de tonnes équivalent pétrole, soit un siècle de réserve. Malgré qu'on découvre de nouveaux gisements chaque année, il est légitime cependant de s'intéresser à une future alternative efficace. L'énergie issue du charbon émet encore plus de CO2 et présente des problèmes environnementaux lorsqu'elle est faite par raclement des sols comme en Allemagne plutôt que dans des mines naturelles, mais son réel point fort c'est son coût et sa facilité, sa rapidité à être mise en place, ce qui en fait l'option de choix pour les pays en voie de développement en course contre la mortalité et la pauvreté. Contrairement à l'idéologie suicidaire portée par les gogos du climat type Extinction Rebellion qui se prennent des baillettes à force de bloquer les gens qui ont eu un travail sur la case avec son service c'est bien l'innovation et la croissance qui ont permis une utilisation 44% plus efficace des ressources entre 1965 et 2019. Autrement dit, faire des études d'ingénierie énergétique est, comme vous pouvez s'en douter, plus utile qu'être artiste de pique exceptionnel, un sur social, ni scientifique social, tout espérer un revenu étudiant à vie délivré par Mafalda, la communiste épouvantable en CDI plus de gueule, avec son t-shirt taxé des riches dégueulasse, sachant que son goût est millionnaire en euros, et en surpoids évident tellement qu'il a pas redistribué les fruits de son parasitage depuis une quarantaine d'années à lutter contre le nucléaire tout en prenant la réduction de CO2. L'énergie nucléaire, justement, est celle qui émet le moins de CO2. Elle est peu chère et idéale pour l'électricité. Seulement 440 centrales nucléaires fournissent 10% de l'énergie mondiale, sachant que la France, lorsqu'elle est encore dirigée par des gens sérieux, a eu la très bonne idée de brûler le nucléaire à 40% de son mix énergétique, ce qui la rend non seulement autonome, mais également le premier pays exportateur d'électricité en Union européenne. Son problème, c'est qu'il faut 20 ans pour mettre en place une centrale nucléaire et qu'en plus, l'électricité ne représente qu'un quart de l'énergie totale consommée. Les besoins de l'industrie, de l'agriculture et des transports étant majoritairement alimentés par des énergies combustibles. Face à ce constat, les scammers du climat se sont dit que la solution était de passer au tout électrique, provenant non pas des méchantes centrales nucléaires, mais des fameuses énergies vertes qui produisent actuellement 4% de l'énergie mondiale, avec pour objectif en 2050 de passer de 4% à 80%. Voilà, ça semble très réaliste. Les énergies renouvelables sur le papier, je suis d'accord, c'est très stylé. Utiliser la puissance du soleil et du vent pour se fournir en énergie, il y a un côté Pokémon et Avatar le maître de l'air, une sorte de technologie utopique d'un futur ultra avancé où l'humanité et les cyborgs vivent en harmonie avec la puissance des éléments. Bon, vous allez voir, en fait c'est catastrophique et surtout pas encore mature, comme les meufs que des esprits gauchistes avec de 41 ans l'âge et à l'hygiène de vie épouvantable. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les énergies éoliennes et solaires sont des énergies intermittentes par nature, c'est-à-dire qu'elles nécessitent respectivement du vent et du soleil pour fonctionner. Alors il y a un truc qui s'appelle les nuages, la nuit, les vents trop forts qui bloquent les éoliennes, oui, et en gros le temps de merde qui font que ça marche comme on le voudrait, en moyenne un quart du temps pour les éoliennes et un dixième du temps pour le solaire. Et vu qu'on ne peut pas stocker cette énergie, bah en gros 3 quarts du temps voire 9 dixièmes du temps, il faut un remplaçant de charge qui peut prendre le relais à tout moment. Ce qui constitue donc déjà un double investissement. Sachant qu'en plus ce remplaçant est en général des gigacentrales à charbon de port qui émettent bien à fond du CO2. L'exemple de l'Allemagne est une disaster class du genre, un cas d'école qui clôt le débat définitivement. 300 milliards d'euros du contribuable dépensés pour couvrir son territoire de plus de 30 000 éoliennes et de millions de panneaux photovoltaïques pour cliquer pour le climat. Tout ça pour produire à peine un tiers de son électricité, soit à peine 8% en fait de son énergie finale. Tout ça en massacrant ses territoires et en finissant avec 13 fois plus de CO2 émis par unité d'énergie que la Tchad France et son parc nucléaire ont rapporté à l'épaule par 0 numéro. Ensuite, la production de ces énergies vertes entraîne une dette énergétique émettrice de CO2. Les panneaux solaires nécessitent 5 années de production pour rembourser cette dette. Les éoliennes seulement 1 an. Mais elles sont beaucoup plus gourmandes en matériaux que les énergies classiques puisqu'elles nécessitent des centaines de tonnes d'acier, de béton, de fibres de verre, de cuivre, de terre rare, extraites au détriment de l'environnement à 60% en Chine. Le pays qui dit qu'il s'en battait les couilles du CO2, je le rappelle, et qui produit également 70% des panneaux solaires, renforçant encore un peu plus l'extrême dépendance des pays dits développés à la Chine, tout en pensant pouvoir ensuite lui mettre des coups de pression pour quelques pour le climat, sur la base d'une source ultra douteuse comme on l'a vu dans des 6 chapitres précédents. En outre, la superficie nécessaire pour installer ces énergies intermittentes, appelée densité énergétique, est 150 à 500 fois plus grande que pour les combustibles fossiles nucléaires, ce qui signifie sur le terrain qu'il faut raser toute cette surface réservée normalement à l'agriculture ou aux forêts pour y implanter des champs de panneaux solaires ou d'éoliennes qui dégueulassent le paysage et patrimoine sur des centaines de kilomètres carrés, tuent 8 oiseaux en moyenne par éolienne et perturbe la migration d'espèces entières. À titre d'exemple, pour reproduire une seule centrale nucléaire, il faudrait plus de 208 millions de panneaux solaires installés sur plus de 33 300 hectares, ou au moins 1142 éoliennes implantées sur 856 hectares. Et ça sans prenant les chiffres optimistes, sachant encore une fois qu'il faudrait de toute façon une source d'énergie backup pour les moments sans soleil ou sans vent. Dernier point et pas des moindres, c'est que le prix du kilowattheure est quasiment proportionnel au pourcentage d'énergie intermittente utilisée dans la production d'électricité. Plus vous avez d'éoliennes et de solaire, plus vous payez votre énergie chère. Et puisque le coût et la disponibilité de l'énergie sont directement liés au niveau de développement d'un pays, c'est-à-dire que l'économie n'est rien d'autre que de l'énergie transformée, le chemin vers la thermodisation déjà bien entamé ne pourra que s'accélérer. D'ailleurs, si ce système était tellement efficace, il serait totalement rentable et on n'aurait pas recours à des subventions colossales ponctionnées de nos impôts pour les imposer dans la funeste et coûteuse transition écologique dont le coût en France est estimé à 3 600 milliards d'euros, soit 215 000 euros par foyer de personne. Tout ça pour des résultats médiocres, une émission de CO2 boostée à l'image de l'Allemagne, une dépendance à la Chine renforcée, des hectares et des hectares de terrain salopés et un coût de la vie qui skyrocket, forçant toute notre industrie à délocaliser, tous nos artisans qui font notre fierté à fermer les boutiques et toute notre population, à part les bénéficiaires directs de ce transfert de richesse, à sombrer petit à petit dans la pauvreté. En d'autres termes, les énergies renouvelables sont pour l'instant encore un mirage idéologique rempli de promesses impossibles à tenir au vu des technologies actuelles et pourtant encouragées et forcées à grands coups de subventions volés aux contribuables pour finir dans la poche d'entreprises, de lobbies, d'ONG, de politiques intéressés prêts à sacrifier le monde pour un peu plus de pouvoir, de contrôle et d'argent. L'objectif du net zéro et l'obsession d'une Europe responsable de 10% des émissions mondiales et pas du tout partagée par les puissances indiennes et chinoises de demain et d'aujourd'hui. Pire encore, la transition écologique camesque, en plus d'être irréalisable, hors de prix et contre-productive sur le plan des émissions de CO2, confierait la majorité de notre souveraineté déjà bien anonymisée à la Chine qui n'en a rien à branler du CO2 et qui d'un claquement de doigts pourrait nous faire tapiner à vie pour avoir le droit de produire de l'électricité, pas verte du tout et beaucoup trop cher. Bref, tout ce scam climatique ne repose déjà sur rien de fiable dans un premier temps et victime d'une manipulation grotesque dans une orgie de conflits d'intérêts plus monumentaux qu'à l'époque du communisme le 19 dans un deuxième temps. Ne concerne que les ouvriers occidentaux novosémites qui dirigent tout seuls comme d'habitude à l'abattoir avec grand plaisir dans un troisième temps et les solutions proposées sont une escroquerie de plus. Et vous y croyez? Eh oui, ou plutôt après cette vidéo, vous y croyez. Conclusion. Cette vidéo arrive à son terme. Les 6 premiers chapitres discernent le vrai du faux et révèlent les méthodes humaines et numériques utilisées pour la science du climat, révélant par une démonstration sans appel que la réalité est bien moins gravée dans le marbre que les idéologues du climat essaient de nous faire croire. Nous aurions pu nous arrêter là. Nous sommes allés au chapitre 7 jusqu'à supposer que toute cette théorie était en réalité un théorème, une vérité absolue, faisant consensus et incritiquable pour analyser les solutions proposées et révéler leur inefficacité, leur caractère réaliste et en opposition de phase complète avec les acteurs principaux d'aujourd'hui et de demain, à l'instar de la Chine et de l'Inde. Alors après tout ça, vous allez me demander, mais alors, pourquoi faut-il quelque chose d'aussi incohérent et voilà l'échec? Pourquoi l'Union européenne et l'Occident dans sa globalité voudraient-ils un tel suicide? Ils sont quand même pas complètement cons. Votre problème, c'est que vous pensez que les gouvernements travaillent pour vous, alors qu'ils travaillent pour eux. Laissez-moi vous poser une question à mon tour. Avez-vous remarqué que les sujets d'environnement réels, comme les mers de plastique, l'empoisonnement des eaux, la nourriture vide de nutriments, ou hyper transformée, ses conséquences sur la santé, la pollution de l'air et des sols, la condition animale lamentable, etc., ont été totalement mis de côté au profit d'une super mise en avant du CO2 qui va détruire la planète? La réponse est évidente. Tous ces premiers sujets relèvent de la responsabilité et de la complicité de ceux-là même qui vous demandent de vous suicider pour CO2. CO2 que vous expirez d'ailleurs, comme les ruminants le rotent et qu'on taxe d'ores et déjà au Danemark pour cela. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie.
le CO2 est un parfait alibi, parce qu'ils vous rendent tous coupables et permet un levier massif de contrôle de vos vies, en vous mettant totalement à la merci du gouvernement. Tout le monde ne va pas perdre, rassurez-vous. Eux, vous gagnez en pouvoir et en argent le vôtre, un transfert de richesse, comme pour le Covid. Et quand vous vous rendez compte de la fraude, tous les responsables, qui promettaient pourtant agir en responsabilité, seront déjà bien loin. Le système aura cependant été modifié définitivement pour le pire. Et vous vous retrouverez piégé par vos choix malheureux et stupides, parce que vous avez préféré cliquer pour vous donner quelques points moraux si importants pour passer pour un bon fils de pute en société et avoir l'air humaniste et concerné par l'avenir de la planète. Oh. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi, une fois encore, votre lutte révolutionnaire anticapitaliste était en réalité parfaitement alignée sur les exigences du World Economic Forum. C'est dingue ça, ces coïncidences. Et comme pour le Covid, les complices et les lâches qui ont permis et encouragé tout ça ne rendront jamais compte et passeront au procès scam. Et vous aussi. Je vous aurai un passe carbone avec une sorte de Nutri-Score attaché à chacun de vos achats. On dira que vous pourrez vendre l'excédent non utilisé pour faire un peu d'argent avec une petite application très ergonomique, une sorte de Vinted du CO2. Et je ne dirai rien contre ça, parce que finalement, vous l'aurez bien mérité. D'ailleurs, le lien pour me vendre votre CO2 non utilisé est en description. J'en ferai bien meilleur usage que vous, je vous garantis. Pour les autres qui comprennent et refusent ce scam, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vos partages nombreux pour cette fois-ci réellement sauver la planète. On se retrouve toutes les semaines sur mon podcast Dîner pas et tous les jours sur Instagram à 14 décembre. A très vite, c'était Raptor, ciao.